Salut à tous, c'est Boris et Benjamin. Messieurs, dames, voisins et voisines, bonjour. Putain, j'en peux plus. On se retrouve pour la suite du top 50. Aujourd'hui, ça va être les places 40 à 31. On est toujours dans des jeux très qualitatifs. On n'est pas encore dans le haut du classement. On est là à moitié. Voilà. Des jeux néanmoins très intéressants. Toujours un petit peu de tout. Et oui, parce que c'est vrai qu'on a fait tout un développement dans la première vidéo, mais c'est vrai que 50 jeux, ça peut paraître beaucoup. Mais au final, c'est vite rempli. C'est hein. vite rempli, C'est ouais, vite ouais. rempli. Quand on joue depuis quelques années comme nous, une dizaine d'années facilement. Ouais. Et voilà, on va découvrir ça ensemble. On s'échauffe là pour notre marathon. Ah. Et c'est parti, on commence avec First Rat. Yoel, on parle pas de toi, détends-toi, y a pas de problème. Donc, un jeu de Pegasus qui est sorti en 2022, que j'ai trouvé à SN pas cher cette année-ci. C'est un jeu que j'avais déjà essayé chez un ami et que j'avais bien apprécié. Et c'est un jeu de course, c'est un jeu où on va incarner des petits rats qui veulent construire une fusée pour partir dans l'espace. Donc voilà, le thème est rigolo. Et en fait, le twist qui est rigolo, c'est que au bout d'un moment, on va avoir plusieurs rats. Donc soit on va déplacer d'un rat d'un certain nombre de cases, soit on peut déplacer tous nos rats, mais ils doivent arriver sur une case de la même couleur chacun. Et donc c'est un petit jeu comme ça où on va essayer d'anticiper un peu nos coups, mais en même temps c'est un jeu qui est immédiat, parce que les règles sont vraiment épurées, ça s'explique en 5 minutes. Le plaisir vient tout de suite. C'est du plaisir directement. C'est aussi fait par Gigli, qui est un auteur décidément qu'on apprécie. Les conditions du direct, je me suis déplacé Oui. comme par magie. Bora Bora, premier jeu de Stefan Feld du top. Évidemment, il y en aura d'autres. C'est un auteur que j'adore. Vous avez vu la rétrospective en 2 parties. Un jeu de placement de dés très satisfaisant, très ouvert. Vous avez plein de possibilités, vraiment. C'est pas un Feld contraignant comme l'année du dragon, etc. Vous avez des pouvoirs d'hommes, des pouvoirs de femmes qui vont pouvoir se combiner, s'activer à chaque tour. Vous essayez de faire plein de choses. À chaque tour, vous avez un objectif à remplir, mais vous en avez 3 simultanément sur votre plateau, et c'est vous qui choisissez. Ok, ce tour-ci, j'essaie de faire ça, ce tour-ci, j'essaie de faire ça. Vous avez des dieux de couleurs que vous allez jouer pour vous aider. Vous allez placer des prêtres qui vont vous donner des petits bonus, construire des bâtiments. Ça score un peu dans tous les sens. C'est le Feld des cols salades de points, mais il peut être un peu méchant dans le placement de dés, dans le blocage. J'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu que j'ai spontanément envie de ressortir régulièrement comme ça, qui est peu trouvable dans cette vieille édition. Il a été réédité sous le nom Cusco, mais voilà, ça vaut le coup. Boris, le 39, le premier crossover, le bien et le mal, il est en rouge. Attention, il faut une animation. Ok. Alors qu'est-ce que t'as à dire de plus que ce que j'ai déjà dit Voilà, sur moi ce c'est un jeu de, c'est un rondel game, donc c'est un je l'ai jeu pas où dit. on va se tourner autour d'un plateau et activer les actions là où on s'arrête. Donc c'est toujours moi une mécanique que j'apprécie particulièrement parce que c'est des choix à tous les tours. C'est on regarde les autres joueurs et ils sont déjà là. Est-ce que je prends le temps de m'arrêter là parce que c'est vraiment bien. Si après il y a encore ça de libre, mais peut-être que ce sera déjà pris. Donc est-ce que finalement j'irai pas directement là? Et donc voilà, on s'interroge toujours sur ce qu'on fait. C'est incroyable les rondel game. Moi j'adore ça. Ouais. Et là, c'est rajouté avec un twist économique qui est vraiment bien pensé. Il y a aussi des cours sur les pistes. Il faut harmoniser le tout, comme Boris l'a dit. C'est un petit bijou qu'on vous recommande. Si vous Vraiment connaissez trop pas. peu connu. Trop En peu plus, connu, Il est joli, il est vite Et joué. Je vois bien pas à 2, à 3. Oui, incroyable. El Grande, une belle vieillerie de Wolfgang Kramer, un jeu de 97, je crois, qui avait eu le Spiel à l'époque. Moi, j'ai la version d'origine, dégueulasse comme ça. Il a été réédité. C'est le jeu de majorité. S'il fallait en garder qu'un, ce serait celui-là. C'est le plus épuré. Il y a un aspect enchère pour l'ordre du tour qui est très important, parce qu'à chaque tour, on a 5 cartes actions, et chacun va pouvoir en choisir une, et elle ne sera plus disponible pour les autres. Donc, il y a certains tours, on a très envie d'être premier dans l'ordre du tour, et en même temps, quand on joue une carte basse pour l'ordre du tour, on récupère des cubes en réserve, parce qu'au bout d'un moment, des cubes, on n'en a plus, et après, c'est juste ça. On se place sur des régions, en fonction de là où est le roi, on peut se placer autour, ce roi va bouger au fil de la partie, décompte, celui qui a le plus de cubes fait le plus de points, mais on négocie tout le temps. C'est un jeu qui se joue énormément à la parlante, où on se met des bâtons dans les roues tout le temps. Il y a des surprises avec le Castillo, il y a des retournements de situation. Un peu de king-making, C'est un vrai classique.
En parlant de vrai classique, c'est beaucoup trop bas, c'est beaucoup trop bas. À mon avis, il va être bien plus haut chez toi, mais oui, voilà, il faut faire des choix. Ça n'a pas été facile comme choix, mais oui, Hansa Teutonica, il est à la 38e position, et pourquoi pas plus haut, parce que j'y ai pas tant joué que ça au final. Hein. C'est un jeu que je vais jouer une ou deux fois l'année, je pense en moyenne, mais à chaque fois, c'est un plaisir incommensurable. Et peut-être qu'il est pas plus haut dans le classement, peut-être parce que je pue la merde aussi à Hansa Teutonica, il faut bien l'avouer, je suis mauvais, je me rends compte, là il reste 25 secondes, je ne l'ai pas du tout pitché, mais si vous nous écoutez, j'imagine que vous connaissez Hansa Teutonica. J'en parle régulièrement, c'est un de nos jeux de chevet avec le camarade Mounir, le fragment de page. C'est un classique indétrônable, c'est un jeu dont l'est pur et absolu, c'est incroyable, mais en même temps c'est extrêmement profond, et donc nous deux et beaucoup de gens, je pense, on apprécie vraiment les jeux épurés, mais qui sont quand même profonds et qui ont une réflexion importante. Un jeu moche, mais c'est pas grave. Oui, ça, on s'en fout. Point Salad, un jeu de cartes incroyable, tellement il est malin et pourtant minimaliste. Dans Point Salad, on ramasse des légumes pour faire des points de victoire, ou on prend des conditions de scoring, et les cartes sont recto verso. C'est un jeu qui brille à 2 joueurs, on peut vraiment contre-drafter en permanence, regarder ce qu'on laisse à l'autre, et faire des coups non pas pour son propre scoring, mais juste pour pourrir celui de l'adversaire. Et en même temps, on peut aussi jouer à 5, à 6, et là c'est le bazar, mais on joue à la parlante, on dit je pars sur une strat chou, ne lui laisse pas les tomates, attention, il va récupérer cette carotte, et ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. C'est un jeu vraiment qui sort dans plein de configurations différentes, de contextes différents, qu'on peut pratiquer en dilettante ou de façon très intensive avec une réflexion pointue. C'est un jeu que j'aurais adoré créer. Point City est beaucoup moins bien et beaucoup moins riche, mais on a Point Salad, c'est suffisant. Tout à fait. Iki, alors Iki, c'est un jeu à l'histoire éditoriale un peu particulière, parce qu'il est sorti, je ne sais plus quand, mais 2015, en 2015, je pense, au Japon, et à un tirage très limité, et c'est nos camarades de Sorry We Are French qui l'ont réédité dans cette version qui est magnifique, à l'esthétique resplendissante. Et alors moi, de Iki, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on pourrait dire que c'est un jeu procédural, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui vont construire le plateau, du moins en partie, avec ces emplacements de cartes que vous voyez. C'est aussi un rondel game. Et c'est aussi un rondel game, tout à fait. Et là, en plus d'être un rondel game, on va pouvoir, en jouant des cartes à certains emplacements, spécifier les actions qui seront disponibles à ces emplacements-là. Et ça va changer au cours de la partie, il va se construire, il va se déconstruire. Et donc, toutes les parties sont différentes, en tout cas plus ou moins. Et on va vraiment pouvoir explorer différentes stratégies. Il y a l'extension qui est sortie, j'ai pas encore eu le plaisir d'y jouer, mais ça va encore ajouter à sa rejouabilité qui est déjà considérable. Ouais, à 4, ça brille vraiment. Oui, il faut jouer à 4, je pense. Ouais. Dice Star, un jeu hyper méconnu, un jeu à cocher bien avant la hype du jeu à cocher. Un jeu de draft 2D hyper malin, qui se joue à 2 joueurs. Si vous nous suivez, pour moi, à 2 joueurs exclusivement. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un jeu que j'affectionne au point d'avoir créé mes propres planètes, parce qu'il y a des planètes qui donnent des pouvoirs spéciaux dans le jeu. Je les ai playtestés et tout, donc c'est vraiment un jeu qui me fascine. Et c'est pas facile de comprendre comme ça, quand on le voit, on se dit c'est un jeu à cocher parmi d'autres. Et en fait, il y a un truc vraiment fin dans le draft 2D, dans le pool 2D qui est au centre, dans combien de dés on va piocher à son tour. On peut piocher entre 1 et 3 dés. Lesquels dés on va utiliser, les dés qu'on n'utilise pas sont laissés à notre adversaire. On fait des mix entre des colonnes en fonction des couleurs et des lignes en fonction des valeurs. Il y a une course pour avoir ces fameuses planètes, et en même temps, on peut temporiser pour avoir des gros scorings. C'est très très malin, mais c'est impossible à pitcher. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'ils n'ont pas fait exprès que ce soit aussi bien. Je pense aussi. C'est catalan au blanc, et voilà. Hein. Alors, 36e position, Cryptid. C'est le jeu de guessing par excellence. En tout cas, moi, c'est mon jeu de déduction par excellence. En gros, chaque personne va avoir un indice sur l'emplacement du cryptide qu'il faut retrouver. Et en gros, à notre tour, on va soit poser des questions à des joueurs, soit y répondre en posant un cube sur un environnement. Et comme ça, on va pouvoir étayer nos renseignements, nos informations, jusqu'à découvrir, ou en tout cas soupçonner d'avoir découvert les indices des autres joueurs. Et quand on est en capacité, qu'on a réuni les informations de tout le monde, il n'y a qu'une seule case possible. Et alors, où le cryptide se trouve, et alors il faut l'annoncer pour gagner la partie. Des fois, on peut essayer de deviner sans avoir toutes les informations, parce que notre instinct, notre logique nous le dit, etc. Il y a différents niveaux de complexité.
C'est très rejouable aussi, c'est incroyable. Ah oui, c'est rejouable à l'infini. Ouais, c'est excellent. Living Forest, un jeu que je sous-estimais au début, et en le pratiquant de manière intensive sur Board Game Arena, j'ai vu toute sa profondeur, j'ai vu qu'il était beaucoup plus équilibré que ce que certains le disaient. C'est une mécanique que j'adore parce que c'est du deck building mixé à du stop ou encore. Ça reprend la façon de faire de Mystic Vale, où on pioche des cartes, à un moment on arrive à un seuil critique, et tu dis, je peux pousser ce seuil pour aller plus loin, pour augmenter mes compétences, mais si tu te plantes, tu n'auras droit qu'à deux actions, qu'à une action au lieu de deux, et donc le sel du jeu vient de là, et puis de la construction de moteur, parce que c'est un jeu de construction de moteur. Il y a 3 façons de gagner la partie différente, et du coup c'est un jeu à la fois tactique, mais aussi très stratégique, parce que tu dois te fixer un moyen de gagner au début de la partie, tu dois surveiller le moyen que ciblent les autres joueurs, et les contrer là-dessus, tout en développant ton propre moteur. C'est un jeu qui a l'air familial comme ça, qui est magnifique, toutes les cartes sont différentes et splendides, mais qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît, et l'extension est très bien aussi. Toujours pas joué, MDR. Alors, pour le roi et moi, Boris, t'en as parlé récemment sur la chaîne. Moi, je l'ai découvert avec sa première itération qui s'appelait Biblios, qui se joue un peu différemment. Pour le roi et moi, c'est une version qui est un petit peu plus équilibrée, parce qu'il y a deux places dans les familles. C'est un jeu de famille, avec une phase d'enchère. Moi, c'est mon jeu de famille par excellence. C'est celui que je sors quand j'ai envie de faire ça avec des gens. C'est très familial. C'est très familial. C'est un des rares jeux que j'ai pu jouer avec ma famille, qui est beaucoup moins joueuse que la tienne, Boris, malheureusement. Et donc, voilà, première phase, on va se constituer un paquet avec un petit jeu de pousse ta chance, de guessing, etc. Et deuxième phase, on va mettre aux enchères les cartes qui n'ont pas été sélectionnées dans la première. Et le but, c'est d'être le plus présent dans certaines familles. Et on va pouvoir aussi ajuster la valeur de chaque famille. Je vous renvoie à la vidéo de Boris. C'est très bien pour le roi et moi, c'est accessible, etc. L'Oracle de Delphes, un nouveau Stefan Feld, un jeu de course, c'est ça qui le distingue vraiment des autres Stefan Feld type salade de points. Ici, il y a un gagnant, c'est celui qui aura fini tous ses objectifs en premier, et les autres doivent tracer aussi pour accomplir tout ça le plus vite possible. C'est un jeu très hasardeux, très chaotique, on lance des dés tout le temps, on peut se faire buter par les monstres, on peut avoir prévu plein de choses et puis ça se passe mal, mais c'est pas grave parce que pour moi ça crée tout le suspense d'une course digne de ce nom. C'est vraiment, faut le voir comme ça, on fait pas vraiment le tour d'un circuit, on se balade pour aller faire des trucs, il y a beaucoup de pick-up and delivery, tu vas ramasser un truc, tu l'amènes ailleurs, etc. Mais oui c'est ça, mais il y a un côté vraiment retournement de situation que moi j'apprécie beaucoup, c'est très fun, c'est très ludique. Moi j'adore tout le hasard et les retournements de situation et l'imprévu que ça va créer. On doit s'adapter en permanence. Il est vraiment pas pour tout le monde, mais moi j'ai appris à l'aimer sur le long terme. Absolument, je suis assez d'accord avec toi. En 34e position, le camarade Orléans. Un classique. Un classique de déjà 2014. Et donc, moi, c'est mon jeu de backbuilding dans ma ludothèque de référence. Donc, backbuilding, on a un certain nombre de jetons dans un petit sachet. À notre tour, on va en piocher un certain nombre. Pendant la manche, on va pouvoir en rajouter dans notre sac pour l'améliorer dans l'axe qu'on souhaite développer. Et en gros, on va pouvoir activer des actions en complétant des demandes de jetons X ou Y, bien spécifiques, etc. Et se développer assis sur une carte, on va pouvoir acheter des bâtiments, c'est super chouette. Moi, j'ai l'extension que j'aime beaucoup qui rajoute pas mal d'interactions et de take that, donc de coups, de sales coups aux autres joueurs, etc. Ça change un peu la sensation du jeu. On a beaucoup aimé Jeanne d'Arc, sa version Roll and Write, qui est assez sympa aussi. Orléans, c'est un classique. La version Invasion en coop est très bien pour les gens qui aiment bien. Welcome to the Moon, le jeu à cocher ultime, probablement. C'est 8 jeux en un, Welcome to the Moon. Vous avez 7. Ouais, oui, parce que la fusée est cancel pour toi, mais ça peut être une bonne initiation. Vous avez 8 grilles à l'intérieur qui ont chacune leurs propres contraintes. Ici, on a la numéro 3 qui est très chouette. En gros, nous, on joue surtout à 3, 4, 5, mais rien que ça fait déjà 3 jeux en un, et puis on s'interdit pas de redécouvrir certaines grilles sur le long terme. Pendant un moment, c'était une systématique de le sortir à chaque session qu'on faisait ensemble. On y a un peu moins joué dernièrement, mais ça reste une proposition éditoriale incroyable. Oui. Ils ont fait un mode histoire, ils ont fait un mode solo
aux petits oignons, tout est chiadé, tout est super bien édité, chaque grille a son identité, on a vraiment l'impression que c'est des jeux différents, et ça demande des réflexes différents, et en même temps, tout se joue avec le même matériel, le même set de cartes, donc c'est incroyable. Incroyable, on va sans doute en reparler. Deuxième crossover. Donc, dans le même segment. Dans le même segment, point de salade, Boris, tu l'as déjà bien développé. Immédiateté, comme tu dis, on peut jouer ça en dilettante ou de manière beaucoup plus tactique et profonde, plutôt à 2 joueurs si on opte pour cette approche-là. C'est un jeu très malin, où il y a des sensations de contre-draft, de plateau building en 5 minutes. Ouais. C'est incroyable. Quel autre jeu propose ça? Et comme tu dis, c'est vraiment le jeu, la bonne idée qu'on aurait eu envie d'y penser. Voilà, que dire de plus? Comme tu l'as dit, Point City, c'est un peu moins bien, même si moi je l'apprécie quand même. En fait, ces auteurs-là, j'ai l'impression qu'ils essayent de renouveler quelque chose qui a la sensation qu'on a déjà eu. Et ils n'y parviennent pas, quoi. Et vraiment, ce trio-là, ils sortent plein de jeux, et pour moi, on n'a pas encore retrouvé l'éclair de génie de Point Salad. Et oui, et peut-être que c'est pas nécessaire, parce que Point Salad se suffit à lui-même, mais après, il faut vendre des jeux. C'est ça. Egizia, on parlait d'Achitoka dans le segment précédent avec Terramara, voilà un autre de leurs jeux, un de mes jeux piliers avec mes amis de longue date, Romain, que vous avez vu dans la vidéo GIF, on a fait des parties et des parties d'Egizia ensemble, c'est un jeu que je joue beaucoup à 3 joueurs, on est sur le Nil, on a un petit bateau qui descend, on ne pourra jamais remonter le Nil, donc à quel point est-ce qu'on va avancer pour choper un emplacement précis. C'est un jeu de rondelle mais droit. Ouais, c'est ça, c'est du côté placement d'ouvrier, toute cette tension-là, un côté un peu course, et en même temps, comme dans Le Bien et le Mal aussi, on laisse plein d'opportunités à nos adversaires si on avance beaucoup d'un coup. On essaye de faire des objectifs secrets, de construire ensemble des constructions et de déduire qui a quoi, qui essaye de faire quoi. Il y a une réédition Shifting Sands que je possède, auquel j'ai peu joué. Moi, j'ai beaucoup joué à cette version-là, la classique de chez Yellow, et elle me convient très bien comme ça, même si Shifting Sands ajoute plein de possibilités supplémentaires. Ouais, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. Azul, comment ne pas le mettre, un jeu de 2017, en préparant le top, je suis tombé sur la date, moi j'ai l'impression qu'il est là depuis toujours ce jeu, tellement c'est une évidence pour moi. Un jeu de Michael Kisling aussi. Tout à fait. J'ai jamais essayé les autres itérations d'Azul, parce que je m'en tape, globalement, je m'en satisfais de celle-ci. C'est un jeu que je pratique exclusivement, ou quasiment exclusivement sur Board Game Arena. Quand t'as 5 minutes ou 10 minutes, tu lances une partie d'Azul. À 2, bien sûr. À 2, évidemment. C'est un jeu de contre, un peu de pousse ta chance, de prise de risque. C'est un jeu d'anticipation. C'est un jeu de placement. En 10 minutes, vous avez toutes ces sensations-là. Comme Point Salad, c'est un jeu qui peut être pratiqué dans une approche familiale ou dans une approche beaucoup plus expert. Et sur Board Game Arena, on a des mecs à 500 Elo qui jouent en 2 secondes et qui gagnent toujours. C'est fascinant d'essayer d'analyser comment ils s'y prennent, quoi. Res Arcana, un jeu de Tom Lehman, un grand auteur de jeux de cartes à combo. Il nous propose aussi ici une relecture de Race for the Galaxy, dans le sens où on va avoir chacun son propre deck de cartes, et on a seulement 8 cartes. Donc c'est assez minimaliste, hein. On finit souvent la partie en ayant pioché tout son deck, en ayant posé tout son deck sur la table, souvent. C'est rigolo, hein. Et il y a de la construction de moteur, c'est très particulier. Res Arcana, les premiers tours vont être très lents, très peu interactif, c'est vraiment je pose une carte, j'active cet effet-là, à toi, et en fait on s'en fiche un peu, et à la fin, comme c'est une course à avoir 10 points de victoire, chaque action va compter, et on va passer d'un jeu très permissif, où vraiment on construit son moteur tranquillement, à un jeu hyper tendu, où on doit vraiment regarder l'adversaire dans les yeux de est-ce que tu refais une action ou pas, ou est-ce que je passe maintenant. C'est assez incroyable, il y a 2 extensions qui sont très bien toutes les deux. Il a réussi à renouveler l'exploit de Race for the Galaxy pour moi. On va sans doute en reparler. En 31e place, pour finir ce segment, pour ma part, Mille Fiori. Alors, Mille Fiori, vraiment, quand on me l'a présenté, j'étais oui, bon, ok. Un jeu de Rainer Knizia. Un démo comme... À quoi une rétrospective? Donc voilà, j'étais pas plus emballé que ça à la première approche. Ça me paraissait coloré, un peu superficiel, etc. Et en fait, c'est un jeu, pareil, hyper épuré. On va draft des cartes. Ça va nos cartes qu'on va drafter, ça va nous permettre de jouer sur telle ou telle zone. Il y a énormément d'interactions parce que chaque petit losange qu'on va mettre va potentiellement développer le plateau et donc des possibilités de jeu pour nos adversaires. Ouais.
Donc faut bien anticiper, faut bien doser, évaluer chaque action qu'on fait. L'ordre du tour est important. L'ordre du tour est important. important. L'extension est tout à fait remarquable, je trouve. Oui. Elle apporte vraiment quelque chose au jeu. Donc voilà, c'est une très bonne surprise récente. Amelia Forest, c'est un jeu qui sort en 2021, que j'apprécie beaucoup. À jouer plutôt à 4. Tout à fait. A Few Acres of Snow, on a fait qu'une partie, mais quelle partie ? Un jeu mémorable, un jeu de deck building, d'affrontement, un jeu militaire où on ressent le thème dans la mécanique de deck building. Un jeu de Martin Wallace qui est décidément très fort, qui peut se rater, mais qui là est au sommet de son art, parce qu'il nous fait ressentir que quand on contrôle un territoire, quand on l'annexe, une carte vient dans notre deck, et si c'est un trou paumé, cette carte elle nous sert à rien, et elle nous fait chier. Aussi quand il y a un siège militaire, on doit mettre nos forces militaires dans ce siège, dans une zone dédiée du plateau, du coup nos forces ne sont plus disponibles, elles sont plus dans notre deck tant que le siège n'est pas terminé. Il y a plein d'aspects comme ça, mécaniques et thématiques, qui s'imbriquent parfaitement. Les parties durent 2 à 3 heures, c'est intense, il y a aussi plein de retournements de situation tout le temps. Voilà, un jeu asymétrique, les Anglais contre les Français. C'est un jeu qui vous fait ressentir la logistique de guerre, qui est essentielle dans les conflits, mais qui est souvent sous-estimée. Ouais. Et voilà. Deuxième segment plus, déjà. J'ai envie de jouer à tous les jeux qu'on vient parler. C'est clair. C'est horrible. C'est clair. Pour l'instant, 2 crossovers alors. 2 crossovers. Point Salade et Le Bien et le Malte. Le Bien et le Malte, ouais. Moi, il y en a que t'as cité, je sais pas. Qui vont revenir. Ça va arriver, spoiler alert, ils vont revenir. Essayez de deviner. Après, j'ai pas été très discret non plus. On espère que ça vous plaît toujours. Nous, l'exercice est toujours assez sympa, contraignant, mais en même temps, voilà, c'est ça qui fait la beauté du truc. Oui, en fait, c'est une sensation qu'on peut retrouver dans moi les jeux que j'apprécie, c'est cette frustration où t'es limité. Mais c'est cette frustration qui va nourrir ta satisfaction. À la prochaine, Instagram, Ko-fi, Golden Meeple, tout ça. Et on espère que vous allez continuer à suivre le format. Jouez bien. Ciao. Say goodbye.